Je vais d'abord me présenter avant de commencer. Donc moi, c'est Eva, je suis bénévole à Bistro Brain et je serai donc votre animatrice ce soir. Bien, déjà, par quoi commencer? Peut-être vous rappeler ce que c'est Bistro Brain. Donc Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de diffuser la science à travers le plaisir. Donc on est ici ce soir pour ça, prendre du plaisir. Et puis, on a la chance aujourd'hui de mettre à l'honneur les femmes. Moi, je suis très contente de vous annoncer qu'on est plus de 77% de femmes dans l'équipe de Bistro Brain. Oui. En plus de ça, j'ai aussi le grand honneur de vous annoncer que cette année, nous avons plus de 59% de présentatrices. Donc ça aussi, c'est vraiment... on peut aussi les applaudir. Et ce soir, on a la chance de recevoir 4 femmes qui vont nous parler de leurs défis et leurs contributions en sciences. Donc pour ça, elles vont avoir 12 minutes de présentation suivie d'une période de 5 minutes de questions. N'hésitez pas à vous lever, vous avez le micro juste là pour les questions. Voilà. Là, il est bien mis en évidence. En plus, il y a une lumière pile dessus, donc c'est parfait, on ne peut pas le louper. Voilà. Et puis, je tiens à vous rappeler qu'on a un quiz à la fin avec prix. Donc surtout, ne partez pas, restez avec nous. OK? Parfait. Pour continuer, je vais lire là mes notes parce que j'ai beaucoup de personnes à remercier. Je suis très contente qu'on puisse collaborer avec eux notamment. Donc, je tiens à remercier nos généreux commanditeurs pour cette magnifique soirée. Annie Godbout et Laure Letarte-Lavoie, conseillères municipales. Le REMDUS, le SAREUS, la FEUS, la chaire pour les femmes en sciences et en génie, le Fonds d'appui à l'engagement étudiant, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Je n'ai pas fini. Ainsi qu'à notre collaborateur collectif Féminisciences. Et enfin, à nos co-collaborateurs Génie au féminin, l'association féministe politique appliquée, le REPR Bio et le Rexus. Et bien sûr, merci beaucoup au Bocquet Bière, sinon on ne serait pas là ce soir. Maintenant, on peut fortement les applaudir, s'il vous plaît. Alors, juste avant de commencer nos présentations, on va écouter Juliette Barbeau du collectif Féminisciences qui a quelques mots à nous partager. Bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier aussi le Bistro Brain qui fait vraiment un travail impressionnant de vulgarisation à Sherbrooke pour nous permettre d'avoir accès à cette plateforme-là puis mettre en valeur les scientifiques de Sherbrooke. Je me présente, je m'appelle Juliette Barbeau, je suis étudiante à la maîtrise en biologie à l'Université de Sherbrooke et je suis aussi la présidente du collectif Féminisciences. Le collectif, en fait, c'est né d'un désir ressenti dans la faculté des sciences d'avoir un comité, quelque chose qui vient organiser des activités, des projets pour l'inclusion des femmes en sciences et faire de la communication, de la sensibilisation des défis qu'ils vivent encore aujourd'hui. Donc, au Canada, il y a seulement le quart des personnes qui travaillent dans les domaines de STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, qui s'identifient comme des femmes. Plus qu'on monte dans les échelons, mais plus que cet écart il s'accentue. Et donc, il y a très peu de femmes dans des positions de pouvoir. Donc, nous, le collectif, on a vraiment comme mission de faire la sensibilisation de tous les enjeux liés à l'équité et la diversité dans les domaines de STEAM sous un angle de féministe intersectionnel. Et c'est de vraiment créer un environnement qui est sécuritaire et rassembleur à la faculté des sciences. Donc, tout ça, ça se fait par plein d'activités, des conférences, des panels, des activités sociales, on a un club de lecture. Puis, si ça vous intéresse, la semaine prochaine, on organise le visionnement d'un documentaire québécois « Je vous salue, salope », qui traite de la misogynie en ligne et de ses répercussions, où est-ce qu'on va discuter à la suite avec des expertes également de l'Université de Sherbrooke. Mais aujourd'hui, on veut vraiment mettre en valeur les scientifiques de Sherbrooke et leurs contributions dans des domaines variés de la science. Donc, on va avoir ingénieurs, biologistes, informaticiennes et même la science politique. Leur contribution dans la science est vraiment essentielle, importante, puis c'est grâce au Bistro Brain aujourd'hui qu'on peut valoriser leurs recherches et l'impact réel qu'ils ont dans la société. Donc, je suis vraiment contente qu'il y ait plein de monde aujourd'hui, puis j'espère que vous allez passer une excellente soirée.
Maintenant, on va accueillir Audrey-Anne Breton pour Génie au féminin. Donc, bonjour à tous. Excusez, je vais lire mon sel. J'ai écrit un petit mot. Donc, je m'appelle Audrey-Anne. Je suis étudiante finissante au baccalauréat en génie mécanique à l'université et je suis également coprésidente du groupe Génie au féminin. Donc, avant de vous expliquer ce qu'on fait, je veux prendre un moment pour remercier Juliette qui nous a approchés dans les derniers mois pour qu'on collabore à cet événement-là. Puis, malgré que c'est une première pour nous, on est extrêmement choyés dans le groupe de pouvoir collaborer aujourd'hui. Donc, nous, Génie au féminin a été fondé tout récemment, donc en 2020, et on a comme mission, en fait, d'honorer le travail de celles qui nous ont précédées, d'inspirer celles qui nous suivront, puis de motiver celles qu'on côtoie. Donc, pour respecter notre mission, Génie au féminin organise des activités et des midi-conférences dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et dans les cégeps, afin de partager l'intérêt des sciences et des technologies. Donc, le groupe organise également des activités à la faculté, juste pour favoriser les échanges et ouvrir la discussion entre étudiants en génie. Donc, avec la nouvelle promotion, la faculté de génie a atteint 30 % de femmes, tout génie confondu. Le groupe est toujours pertinent, cependant, parce que l'industrie en comprend seulement 15. Donc, nous sommes très fiers de contribuer ce soir à cette soirée-là qui met de l'avant la recherche au féminin. Et maintenant, nous allons accueillir Judith Marcoux pour l'association féministe politique appliquée, qui est aussi une de nos présentatrices ce soir. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Judith. Présentement, je suis responsable au secrétariat de l'Association féministe de politique appliquée, une association qui est encore toute jeune. On l'a créée en mars 2023, donc ça va faire 2 ans, très bientôt. Tout d'abord, j'aimerais aussi remercier Juliette et le collectif Féminiscience de nous avoir demandé de collaborer à la soirée de ce soir. Juliette nous avait partagé l'envie d'élargir le monde de la science pour l'inclure au niveau des sciences sociales, sciences humaines. Donc, nous voilà ici à partager ce soir qu'est-ce qui se fait en sciences politiques au niveau de la vulgarisation. Et donc, l'association, qu'est-ce qu'on fait? C'est des étudiantes, ça part d'une volonté d'étudiantes d'avoir mis sur pied cette association féministe-là pour sensibiliser la communauté étudiante sur les enjeux politiques auprès des femmes. Donc, on fait des activités au courant de l'année qui touchent l'égalité homme-femme, le féminisme, la diversité, l'intersectionnalité, sur diverses formes. Donc, par exemple, juste en janvier dernier, on a fait une soirée artistique où on a eu des artistes qui sont venus présenter leur forme d'art avec la thématique féministe. Donc, on a d'autres super beaux projets en lien avec le monde politique qui s'en vient. Donc, encore une fois, merci pour la belle opportunité de ce soir. Et bonne soirée. Merci beaucoup. On va pouvoir introduire cette belle série de présentations par Sarah Lachance, doctorante en génie mécanique, qui vient nous parler de soutien adapté pour un bien-être assuré. Merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Est-ce que tout le monde est assis confortablement pour commencer la soirée? Oui, super. Mais là, c'est ça, ça va encore bien normalement à ce niveau-là parce que c'est la première présentation de la soirée. Mais moi, je peux... Ah, j'ai pas le petit pointeur. OK, j'étais comme, faut que je change de slide. Puis là, ça marchait pas. OK. Donc, est-ce que vous êtes confortable? Vous m'avez dit oui. Mais là, normalement, c'est ça. Ça va encore bien parce que c'est la première présentation de la soirée. Mais moi, je vous garantis là, que d'ici la fin de la soirée, à au moins une reprise, si c'est pas 6 ou 7, là, vous allez ressentir un certain inconfort puis vous allez devoir vous changer de position sur votre chaise.
Puis là, ça, je vous rassure, là, c'est vraiment normal, parce qu'en fait, le corps n'est pas fait pour rester trop longtemps dans la même position, assise ou couchée. Parce ce qui se passe quand on est assis sur une chaise, par exemple, bien, c'est que tout le poids de notre haut du corps vient s'appuyer sur la chaise. Puis la chaise, elle, en retour, vient appliquer une certaine pression sur nos fesses. Puis nous, ben, dans notre corps, on a des os qui sont durs aussi. Donc, tout ce qui est entre les os de notre corps puis la surface de la chaise vient être écrasé. Puis ça fait un peu comme un sandwich. Donc, on va avoir les os, la surface dure de la chaise, puis tout ce qui est entre va venir être écrasé. Puis généralement, ça, c'est une couche de muscle puis une couche de peau. Puis ces tissus-là, s'ils sont écrasés trop longtemps ou trop fortement, bien, il y a des risques qui s'endommagent. Donc, nous, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est assis trop longtemps dans la même position? Bien, c'est que notre corps va nous envoyer un certain signal pour changer le mal de place. Donc, nous, avec ce signal-là, on va changer de position, soit de façon consciente là, ou de façon inconsciente. Donc, on va peut-être juste croiser notre jambe gauche au lieu de notre jambe droite, par exemple. Puis ce signal-là que notre corps nous envoie, bien, c'est l'inconfort. Puis, sans s'en rendre compte, on est vraiment chanceux de pouvoir réagir à cet inconfort-là parce qu'il y a des patients dans les hôpitaux qui n'ont pas ces capacités-là. Donc, on peut penser aux patients qui sont paraplégiques, par exemple, donc qui ne sont pas capables de ressentir l'inconfort, ou aux patients qui sont très malades, donc qui ont perdu beaucoup de masse musculaire, puis qui sont capables de réagir, bien, qui sont capables de ressentir l'inconfort, mais qui ne sont pas capables de bouger leur corps par eux-mêmes, donc qui ne sont pas capables de réagir à cet inconfort-là. Puis ces patients-là, à cause de ça, sont vraiment propices à développer des lésions de pression. Donc, les lésions de pression, c'est notre petit sandwich de tantôt, là. Donc, quand notre muscle, puis quand notre peau, en fait, puis nos muscles sont écrasés trop longtemps ou trop fortement, bien, tous les petits vaisseaux sanguins qui se retrouvent à l'intérieur sont brisés. Puis ça, bien, ça limite l'apport en sang puis en nutriments nécessaires à la régénération de la peau puis des muscles. Donc, à ce moment-là, bien, la peau puis les muscles vont finir par mourir puis se décomposer. Donc là, je sais qu'une image vaut 1000 mots, OK? Dans la majorité des cas. Mais là, rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer des vraies photos de lésions de pression parce que moi-même, ayant le cœur sensible, j'ai bien de la difficulté à regarder des vraies lésions de pression. Donc, je ne voulais pas vous faire subir ça, puis je ne voulais pas me faire subir ça non plus. Donc, j'ai trouvé un beau petit schéma qui représente quand même bien c'est quoi une lésion, mais sans donner mal au cœur. Fait qu'on va continuer avec ça. Mais s'il y a des gens qui sont vraiment curieux, il y a plein de photos sur Internet. Fait que je vous encourage vraiment pas à aller les voir, mais c'est à vos risques et périls. Là, on est tous des adultes. Fait que vous faites ce que vous voulez. Mais là, on va continuer avec le petit schéma. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs stades de lésion de pression. Donc, le stade 1, par exemple, bien, c'est une lésion qui est quand même assez légère, puis ça va ressembler un petit peu à une éraflure, là, comme quand on tombe sur de l'asphalte, par exemple. Mais le stade... Oh non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Donc, le stade 4, par contre, ça peut vraiment créer des trous là, dans la peau des patients parce que la peau puis les muscles se décomposent, puis il n'y a rien pour les régénérer. Donc, les lésions de pression, c'est vraiment pas optimal. Mais c'est surtout vraiment pas optimal pour les patients qui ont déjà une santé assez précaire. Donc, dans les hôpitaux puis dans les centres de soins, il y a des matelas thérapeutiques qu'on appelle qui sont faits pour limiter l'apparition des lésions de pression. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des matelas qui sont assez différents de ce qu'on peut retrouver là, dans nos maisons ou dans les magasins grande surface, un peu comme les boutiques Dormez-vous ou dans les boutiques au lit. C'est vraiment des matelas qui sont spécialisés pour le domaine médical. Donc, il y a des types de mousses différentes, il y a des géométries différentes, puis ils ont vraiment des caractéristiques là, spécifiques pour limiter l'apparition des lésions de pression chez les patients. Puis au Québec, il y a plusieurs compagnies québécoises qui fabriquent ce genre de matelas-là, mais les techniques pour fabriquer les matelas de pression, bien, les matelas de lésions de pression en ce moment, sont quand même assez pas très efficaces, puis sont un peu archaïques, là. Fait que les compagnies, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser une technique qu'on appelle l'essai-erreur. Fait qu'ils vont concevoir un matelas, ils vont le fabriquer dans leur usine, puis après ça, ils vont aller le tester dans les hôpitaux. Puis là, bien, par rapport à la rétroaction du personnel soignant, puis des patients, bien, ils vont modifier ou non leur concept de matelas avant de le commercialiser. Donc, c'est une technique qui est quand même assez longue, puis qui est quand même assez coûteuse aussi. Puis c'est surtout pas une technique qui permet de savoir si notre matelas va être bon ou pas avant d'aller le tester pour vrai dans les hôpitaux. Donc, moi, mon projet de recherche, c'est de développer un outil qui permettrait de prédire la performance d'un matelas thérapeutique avant même qu'il soit fabriqué. Donc, ce que j'aimerais, c'est développer un logiciel qui permet de savoir si notre matelas va être bon ou pas avant de le fabriquer pour vrai dans notre usine. Là, je sais que le terme « performance », c'est un terme qui est quand même assez flou et subjectif. Là. Par exemple, moi, mon auto, là, pour que je considère que mon auto soit performante, il faut qu'elle puisse m'apporter du point A au point B en roulant. Mais mettons, j'ai des amis qui aiment vraiment les autos, là, puis eux, pour qu'elle soit performante, il faut que le bruit de l'auto soit beau au démarrage, il faut que la conduite soit sportive, il faut que le look de l'auto soit beau. Bref, ils ont des listes longues comme le temps d'attente aux urgences, là, si on veut rester dans le même thème. Donc, c'est pour ça que, pour éviter toute confusion, moi, j'ai décidé de définir la performance d'un matelas thérapeutique comme étant
sa capacité de prévenir les lésions de pression, puis le confort que le patient, en fait, va ressentir quand il va être couché sur le matelas. Donc, ce que j'aimerais, c'est développer un logiciel qui permet de créer virtuellement des matelas, puis de les évaluer par rapport à ces deux caractéristiques-là. Un petit peu comme un GPS. Puis là, je sais que ma comparaison semble douteuse, mais comme restez avec moi, je pense que vous allez comprendre vers où je veux m'en aller avec ça. Donc, un GPS, là, quand on lui demande un certain trajet, bien, on lui dit, OK, je suis au point A, puis je veux me rendre au point B, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis lui, bien, sans nous le dire, il va tester plein de trajets différents, puis il va nous afficher peut-être les 2-3 meilleurs qu'il considère dans le moment par rapport au trafic, puis par rapport à la construction, par exemple. Puis bien, à ces trajets-là, il va associer un certain temps, puis un certain nombre de kilométrages. Puis nous, par rapport à nos besoins dans le moment, on va choisir le trajet qui nous convient le mieux. Fait que moi, si je suis vraiment pressée le matin, je vais prendre le trajet qui est le moins long. Mais si j'ai vraiment plus de gaz dans mon auto, je vais peut-être choisir le trajet qui prend le moins grand nombre de kilométrages. Donc moi, j'aimerais ça que mon logiciel fasse un petit peu ça, mais pour les matelas. Donc j'aimerais qu'une compagnie lui dise, OK, bien moi, je veux créer un nouveau matelas pour un certain type de patient, puis que mon logiciel soit capable de créer, par exemple, 3 concepts de matelas virtuels. Puis que pour ces matelas virtuels-là, il soit capable d'évaluer les 2 critères de performance que j'ai énoncés plus tôt. Donc, il soit capable, par exemple, de dire, bien, pour mon matelas A, lui, il est bon à 7 sur 10 pour prévenir les lésions de pression, mais il est bon à 6 sur 10 pour le confort, et ainsi de suite pour mes 3 matelas, pour que la compagnie qui a fait la demande à mon logiciel soit capable de faire un choix éclairé sur le prochain matelas qu'il va vouloir concevoir. Donc, pour faire ça, j'ai plusieurs choses à faire, puis je ne suis pas toute seule non plus sur le projet. Mais de mon côté, j'ai 2 grands aspects à aller explorer. Donc, pour commencer, il faut que je comprenne, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est couché sur un matelas. Puis là, pour faire ça, j'ai décidé d'analyser une situation qu'on est tous capables de faire ensemble aujourd'hui. Fait que je vais vous demander de prendre votre doigt. Inquiétez-vous pas, là. Puis si tout le monde pèse sur sa cuisse, vous allez remarquer que si vous pesez fort, ça renfonce beaucoup. Puis si vous pesez tout légèrement, on dirait qu'il y a juste la peau qui s'étire. Fait que moi, c'est un peu ça que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre, quand on pèse sur notre peau, puis quand on pèse sur notre muscle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces tissus-là? Fait que comment ils s'étirent, c'est quoi les contraintes mécaniques qui sont à l'intérieur, pour essayer de trouver, est-ce qu'il y a une force maximale avec laquelle on peut peser sur notre corps avant qu'il y ait des risques d'apparition de lésions de pression. Puis cette force-là, ça me permettrait d'établir un seuil qui me permettrait d'établir mon critère de performance par rapport à l'apparition ou non des lésions de pression. Puis le deuxième aspect que je veux explorer, ça serait quoi la position la plus confortable du monde? Donc, si vous et moi, on avait à rester couchés pour le restant de notre vie, ça serait dans quelle position qu'on aimerait ça être placé? Puis pour faire ça, c'est vraiment le fun, parce qu'on fait des tests avec des participants dans un laboratoire. Fait que dans notre labo, on a un lit instrumenté, qu'on appelle, qui a été développé dans le cadre d'un ancien projet de maîtrise. Puis ce lit-là est composé de 40 lattes qui peuvent bouger là, de haut en bas, indépendamment les unes des autres. Fait qu'avec ce matelas-là, on est capable de faire tester à nos participants plusieurs positions. Fait que là, comme un peu on peut voir en haut, là, je vais me tasser pour que vous voyez bien, le lit est capable de se placer dans certains profils, puis c'est ces profils-là qu'on fait tester à nos participants. Donc, nous, à l'interne, on a préalablement choisi 4 profils qu'on fait tester à nos participants. Puis là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment que le lit fonctionne. Donc, comme vous pouvez voir en ce moment, le lit est tout à l'horizontale. Il est à l'horizontale, mais à la même hauteur. Puis là, il va se mettre à bouger comme ça. Puis là, on peut voir que le profil du lit épouse pas mal plus les formes de mon corps qu'il faisait avant. Oui, parfait. J'étais comme moi. Ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça épouse pas mal plus les formes de mon corps. Puis, c'est un peu sous ce principe-là qu'on fait tester des positions à nos participants. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tournoi des champions avec les 4 positions qu'on a préalablement sélectionnées. Donc, on fait des matchs entre chaque position, puis on détermine un gagnant pour chaque combinaison possible. Puis, à la fin, avec toutes les combinaisons possibles qu'on a testées, on est capable de déterminer, selon notre participant, c'est laquelle, lui, la position qu'il a trouvée la plus confortable. Puis, ce qu'on espère, c'est qu'avec tous les participants qu'on va tester, qu'on soit capable de trouver une corrélation. Fait qu'on aimerait ça pouvoir dire, à travers les 100 participants qu'on a testés, il y a 85 % qui ont préféré la position 3, par exemple. Puis là, en ayant déterminé c'est quoi la position la plus confortable pour nous à l'interne dans notre laboratoire, on va être capable de définir un critère de performance par rapport à cette position-là de confort optimal. Donc, si je résume mon projet, mais à l'inverse, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je détermine mes 2 critères de performance qui sont en lien avec l'apparition des lésions de pression, puis en lien avec le confort que le patient va ressentir quand il va être sur le matelas. Puis avec ces 2 critères-là, dans le fond, le logiciel que je vais développer va pouvoir créer plusieurs concepts de matelas virtuels, puis de les évaluer par rapport à mes 2 critères ici. Puis avec ces évaluations-là, les compagnies fabricantes de matelas thérapeutiques vont pouvoir faire des choix éclairés sur le prochain matelas qu'ils vont vouloir concevoir et fabriquer dans leur entreprise.
Donc, oui, puis avec tout ça, c'est ça. Ça, c'est les impacts de mon projet, fait que c'est super important. Avec les logiciels, dans le fond, les compagnies vont être en mesure de créer des matelas qui vont être plus adaptés aux patients. Donc, ça va permettre idéalement de limiter les lésions de pression dans les hôpitaux, puis ça va augmenter le bien-être des patients là, en général. Donc, ici, il y a bien une chose que j'aimerais que vous vous rappeliez de mon projet, c'est que si jamais vous avez à aller à l'hôpital, puis là, je le souhaite vraiment à personne, là, mais vous êtes mieux d'attendre peut-être 2-3 ans encore. Parce que là, les matelas, ils sont bons là, dans les hôpitaux, mais ils vont être encore meilleurs dans 2-3 ans. Fait que si vous êtes capable d'attendre, je vous le conseille. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que nous avons des questions? Tu as été très claire. Oui, c'est ça. Soit que je suis claire ou pas assez, on ne sait pas trop. Oui, donc, la question, c'est quand je fais des tests avec les participants, est-ce que la grandeur du participant vient influencer les profils que je fais tester? Puis oui, en fait, tous les profils qu'on fait tester s'ajustent à la grandeur de notre participant, parce que souvent, ils sont par rapport au profil de distribution de masse de notre participant. Fait que nous, on va prendre des photos, puis on va noter leur grandeur, puis avec les photos, on est capable de trouver la répartition de leur masse à travers leur corps, puis le lit s'ajuste à la grandeur qu'on va lui envoyer, dans le fond. Est-ce que ce serait possible, dans ce cas-là, d'aller faire des matelas, pas sur mesure, mais selon des types, là, selon l'âge, selon une personne qui est alitée d'un hôpital, mais de pouvoir avoir différents types qu'un fabricant pourrait faire, dire, bon, regarde, j'ai 6 types de matelas, et selon l'estimation que vous en faites, orienter le choix. Ou vous vous orientez simplement sur un choix de matelas. Bien, c'est ça qui est comme encore semi-clair dans mon projet. Soit qu'on va vers des matelas vraiment personnalisés, parce que le meilleur des mondes, là, ça serait que chaque personne puisse avoir un matelas qui est personnalisé. Parce qu'on a tous des besoins différents, puis on a tous un peu des formes de corps différentes. Fait que c'est sûr que d'avoir plusieurs gammes de matelas, par exemple, pour plusieurs morphologies différentes, pour plusieurs poids différents, c'est sûr que ça serait optimal dans un but de confort puis de prévention de lésions de pression. Puis c'est de voir, nous, on travaille avec une compagnie fabricante de matelas thérapeutiques. Fait que c'est surtout de voir, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le logiciel. C'est toutes des possibilités qu'ils vont pouvoir avoir. Là. Fait que dans le logiciel, ils vont pouvoir dire, si j'ai une personne très petite, si j'ai une personne très grande, une personne plus âgée. Mais c'est de voir, eux, est-ce qu'ils veulent trouver un matelas qui convient au plus grand nombre de personnes ou s'ils veulent en concevoir plein qui conviennent à des plus petits groupes. Ça va être eux à voir par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à l'orientation qu'ils veulent avoir là, en tant qu'entreprise. Est-ce qu'on a encore une question? Oui. Oui, dans le fond, la question, c'est est-ce que je collabore avec des ergothérapeutes, des médecins ou des gens plus dans le domaine médical pour nous aider à améliorer notre produit? Donc oui, on a une infirmière qui est vraiment spécialisée dans le soin des plaies de pression spécifiquement. Donc elle nous aide beaucoup par rapport aux besoins dans l'industrie. Puis on a aussi, on collabore en fait avec des sites cliniques, comme un peu avec le CHU. Fait qu'eux, on va aller les consulter pour voir c'est quoi les besoins, puis dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les matelas pour les infirmiers, les infirmières, puis pour tous les patients. Fait que oui, on a une équipe multidisciplinaire pour nous aider là-dedans. On a encore le temps pour une question. Je pense que... Oui. Donc, la question, c'est est-ce que l'idéal, ça serait d'avoir un matelas comme dynamique qui bouge? Puis, il y en a en ce moment là, dans l'industrie. Fait qu'il y a des matelas qu'on appelle passifs puis des matelas qu'on appelle réactifs ou actifs. Dans le fond, les matelas passifs, c'est avec les matelas beaucoup de mousse, donc ils ne bougent pas. Puis les matelas actifs, c'est ceux qui vont bouger. Fait qu'en ce moment, il y a des matelas à air, par exemple, qui sont des compartiments d'air qui vont se dégonfler, se regonfler, se dégonfler, se gonfler, pour changer un petit peu les points de pression du corps de notre patient. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'industrie. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Il y a des patients qui aiment vraiment pas ça parce que, bon, je vais exagérer, là, mais peut-être ça donne mal au cœur un peu. Toujours se faire bouger de même. On dirait qu'on est dans l'eau. Mais il y a des personnes qui vont aimer ça. Fait qu'il y a un petit peu des deux. Nous, on travaille beaucoup avec les matelas qui sont passifs, fait que beaucoup avec la mousse, pour essayer de pousser au maximum les capacités de ce genre de matelas-là.
Salut Sarah. Allô. Oui. Je ne sais pas si elle l'a dit pendant ta présentation, mais ma question, c'est chez tes participants, est-ce que c'est tous des participants sains ou il y a des participants qui ont déjà, dans le fond, des lésions de pression? Oui, fait que dans le fond, on vise une centaine de participants. Les 30 premiers, parce que moi, je fais beaucoup le projet, mais sur le côté. Fait que les tests chez les participants ont déjà été faits sur le dos. Puis moi, j'essaie de trouver la position la plus confortable sur le côté. Fait que les 30 participants, c'est vraiment ceux qu'on peut trouver, par exemple, à l'Uni. Fait que c'est beaucoup le même type de personnes. Mais avec les 70 autres participants, on va essayer d'aller répartir le plus possible les différents types de participants. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de trouver des gens qui ont peut-être un peu... en tout cas, des gens un petit peu plus comme on peut retrouver dans les hôpitaux. C'est pas évident niveau plein de choses parce que, c'est ça, il faut quand même qu'ils se déplacent à l'Uni, mais on fait un effort de diversifier vraiment nos participants pour avoir accès au plus grand nombre de données. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Ne partez pas. Il y a la pause, vous pourrez lui poser vos questions. Et puis après aussi, toutes les présentations, si vous avez encore des questions, elle sera là. Merci. Merci. Pour notre deuxième présentation, je vais accueillir Morgane Enea, étudiante en biologie, qui vient nous aider à mieux comprendre comment protéger nos forêts et le beau patrimoine qui nous entoure. Et sa présentation s'intitule « Bien dans ses racines, bien dans sa cime ». Bonsoir à tous. C'est ça, moi je vais vous parler d'interaction, d'érables, de microbes, puis j'ai intitulé ça Bien dans ses racines, bien dans sa cime. Je pense que vous allez comprendre pourquoi, mais s'il y a une chose à retenir ce soir, ça sera ça. Du coup, j'ai d'abord une question pour vous. Il y a cette phrase qui nous dit que ce cher donateur d'érable à sucre, ce cher donateur de sirop d'érable, l'érable à sucre, est en déclin. À main levée dans la salle, qui pense que c'est faux? Qui pense que c'est vrai? Bravo, vous avez la bonne réponse. En effet, l'érable à sucre est en train de décliner en Amérique du Nord, mais en fait, c'est pas son aire de répartition qui se rétrécit pour l'instant. C'est en fait dans les zones où on le retrouve, on observe plus de mortalité, plus de déclin au niveau des feuilles, plus de sensibilité au niveau des pathogènes et des changements climatiques. Mais rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura plus de tir sur neige dès demain. Donc tout va bien. Puis, je vais changer de main, je suis droitière, ça ira mieux. En fait, le déclin de l'érable à sucre, il pose question dans le sens où on essaye de savoir qu'est-ce qui va se passer justement dans le futur. Est-ce que notre production de sirop d'érable va diminuer ou pas? Et ce qui est prédit pour l'instant, c'est qu'au Québec, dans la partie nord du Québec et en Ontario, avec les changements climatiques du coup qui se déplacent, si on prend uniquement la température, plus on ira vers le nord, plus en fait, avec les réchauffements, on va avoir une zone qui est optimale pour la production de sirop d'érable. Donc, à court terme, on prédit une augmentation de la production de sirop d'érable chez nous, mais les régions du sud vont être beaucoup plus affectées. Puis, pour vous montrer un petit peu pour vous illustrer en fait un peu mieux ce que je viens de dire, ici, on a la répartition de l'érable à sucre. Donc, c'est la partie en orange. Puis, il y a des prédictions qui ont été faites il y a plusieurs décennies, qui nous disaient qu'en fait, l'érable à sucre, avec tous les changements climatiques à venir, allait migrer vers le nord. En fait, sa zone de répartition, là, on le retrouve, allait se déplacer vers le nord en suivant, en fait, les conditions climatiques comme la température. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a une certaine migration, mais elle est beaucoup plus faible que ce qui a été prédit. Puis du coup, ça soulève beaucoup de questions. Et notamment, qu'est-ce qu'on aurait oublié dans nos modèles de prédiction? Et puis, qu'est-ce qui manque à l'érable à sucre, en d'autres termes, plus au nord?
Donc, si on prend une racine ici, imaginez que c'est une racine d'érable à sucre. Elle n'est pas seulement dans le sol, juste dans un substrat sombre où elle peut trouver l'eau et ses nutriments. Je suis vraiment désolée, je vois qu'il y a des problèmes avec mon diapo, mais c'est pas grave. Et dans ce sol-là, donc, il a son eau et ses nutriments, mais ce n'est pas les seules choses qui se trouvent dans le sol. On sait qu'il y a énormément d'autres organismes vivants qui y vivent, et notamment des micro-organismes. Je vais les appeler microbes pour la suite de la présentation. Puis moi, je vais vous parler essentiellement des bactéries et des champignons. Les champignons, ils sont représentés ici par les deux organismes avec une forme filamenteuse. Puis ça, c'est, on va dire, la vraie forme du champignon. C'est la forme qu'on retrouve dans le sol. Puis un champignon dans le sol est vraiment invisible à l'œil nu, comme les bactéries. C'est vraiment un micro-organisme. Puis le champignon qu'on voit, qu'on a l'habitude de manger, lui, c'est vraiment ce qui s'apparente aux fruits du champignon. Donc, dans le sol, on a notre racine et nos microbes. Mais, OK, je suis vraiment désolée, mes animations ne marchent vraiment pas. Bref, imaginez que mes microbes se sont déplacés sur les racines. OK, donc mes microbes, ils ne vivent pas tout seuls dans le sol, puis les racines de leur côté. Les microbes et les racines sont vraiment liées entre elles dans le sol. Puis les microbes ont comme des super pouvoirs que les racines n'ont pas. Par exemple, les bactéries, elles sont capables de libérer certains nutriments qui sont emprisonnés dans des sortes de cages dans le sol. Puis, en libérant ces nutriments, ils les rendent accessibles aux racines. On a les champignons, je vous ai dit qu'ils avaient ces formes de filaments. Puis, c'est des filaments vraiment très fins, puis qui sont capables de se lier aux racines, mais très finement, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller jusque dans les racines dans les cellules des racines, pardon. Puis, ça crée des interactions vraiment très fortes. Et ces champignons sont aussi capables de recruter certaines bactéries qui sont capables de libérer certains nutriments dans le sol. Donc, tout ce petit monde-là, dans le sol, est entrelié. Puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que les micro-organismes, ils ne font pas preuve de charité, ils ont quelque chose en retour. Donc, ils offrent de l'eau et de nutriments en plus à l'arbre. Mais l'arbre, en retour, de par ses feuilles, il crée des sucres avec la photosynthèse et il les donne en échange aux microbes. Donc, c'est ça. Du coup, je suis vraiment désolée. Donc, là-dedans, tout ça, imaginez, du coup, mes microbes sont mes racines, puis ils fournissent donc de l'eau et des nutriments en plus que ce que l'arbre ne serait capable d'avoir par lui-même. Et puis, il fournit aussi une meilleure résistance à l'arbre en fournissant du coup ces nutriments en plus. Cette eau en plus, ça peut l'aider à survivre beaucoup plus longtemps sur une période de sécheresse. Puis, ils prennent aussi la place de potentiels microbes pathogènes qui, du coup, ne peuvent pas attaquer l'arbre. Donc, s'il y a une deuxième phrase à retenir pour ma présentation, c'est qu'on est plus fort ensemble. Pour parler un peu plus concrètement de ce que je fais, ici, vous avez un résumé d'un des premiers résultats que j'ai obtenus avec une de mes expériences. Ce que je fais, c'est que je fais pousser des graines d'érable à sucre germées dans différents sols. C'est des sols que je vais récupérer en forêt qui proviennent de différents endroits avec plus ou moins d'érable à sucre. Donc, dans ces sols, on a des communautés vraiment distinctes. Et puis, dans ces sols, j'ai ensuite appliqué différents traitements qui me permettent de séparer les groupes, donc les bactéries et les champignons, et aussi de supprimer les microbes du sol. Donc, le rond rouge, c'est mon traitement où il n'y a pas de microbes dans le sol. Le second traitement que j'ai représenté, c'est uniquement les champignons. J'ai appliqué un traitement antibactérien. Puis le troisième, c'est toute la communauté entière, donc mon sol intact sur lequel j'ai planté mon érable à sucre. Après ça, j'ai pris des mesures de croissance, puis j'ai un petit questionnaire pour vous.
À votre avis, qui a la 3e place en termes de croissance pour l'érable à sucre? Donc, dans quelles conditions l'érable à sucre pousse le moins bien parmi ces 3-là? Exact. Je suis encore vraiment désolée avec mes animations. J'ai découvert ça. J'ai découvert les animations pour le Bistro Brain, mais apparemment, c'est pas une bonne idée. Du coup, à votre avis, la 2e position appartenait à qui? Bravo. C'est ça. Puis ma conclusion est que j'avais obtenu la plus forte croissance de mes semis d'érable à sucre quand j'ai gardé en fait ma communauté intacte, que j'ai appliqué aucun traitement. Puis c'est un résultat intéressant ici parce que je vous ai parlé tantôt des champignons qui ont des interactions très fortes et très fines avec les racines. Donc on s'attendait à ce qu'ils aient le plus fort effet sur la croissance, mais au final, la croissance est vraiment optimale quand il y a aussi les bactéries, donc c'est important de ne pas les oublier. C'est ça. Du coup, je voulais vous illustrer un petit peu plus concrètement ce que je fais aussi. Puis du coup, c'est un projet vraiment multidisciplinaire que j'apprécie beaucoup parce qu'on va de la forêt pour récupérer les différents sols dont je vous ai parlé. Ça passe par une phase de laboratoire pour chercher les différents traitements à appliquer sur les sols. Puis tout un travail manuel de mélange de sol, de peinture de peau. Ça, c'était pour diminuer la température de mes peaux dans la serre, avec le blanc qui réfléchit la lumière. Puis mise en place dans la serre, puis plantation et un peu plomberie en passant. Puis c'est ça, on arrive à cette expérience en serre qui était vraiment très le fun à faire. Pour conclure, du coup, on a notre érable à sucre qui est ancré dans le sol, mais il n'est pas tout seul dans le sol. On y trouve... du coup, on y trouve différents micro-organismes au niveau des racines. Et donc, si il se trouve bien au niveau de ses racines, il est bien dans sa cime. Donc, tous ces micro-organismes-là, ils ont vraiment tous leur importance et la communauté entière est importante. Et si ils se retrouvent absents du sol, on peut voir qu'ils peuvent causer différents effets, et comme une croissance moindre, comme dans mon cas, mais il y a d'autres expériences sur d'autres plantes qui montrent que ça peut affecter la résistance à un pathogène ou la résistance à une sécheresse. Et c'est pour ça que c'est important à prendre en compte, notamment dans le monde en changement qu'on vit actuellement. Puis ces micro-organismes-là, ils peuvent par exemple permettre aux arbres de résister à une plus longue période de sécheresse ou à des températures plus élevées. Je suis encore vraiment désolée. Puis ça, je voulais conclure que donc pourquoi en fait étudier finalement les micro-organismes qui sont associés aux racines dans les arbres. C'est important parce que, comme je vous ai montré au début, il y a des modèles prédictifs qui ont été faits pour savoir où est-ce que va être l'érable à sucre plus tard. Puis il s'avère qu'on est aujourd'hui, puis ces prédictions ne sont pas exactes. Donc, avoir des connaissances plus fines sur qu'est-ce qui a un effet sur un organisme est important donc, quand on parle de préservation ici des forêts du Québec, puis des mesures à mettre en place pour la gestion et la conservation de ce patrimoine. Et puis, un dernier mot de la fin, c'est que j'ai parlé de communauté, puis je trouve que l'engagement communautaire est important. Et je l'ai découvert en arrivant ici, où j'ai vécu en quelque sorte un déracinement. Et puis, cet engagement communautaire est important et il permet de renforcer les liens entre les personnes. Et chaque personne et chaque action compte, aussi petite soit-elle. Puis, c'est ça. Mon dernier mot de la fin, c'est « Soyez un petit microbe bénéfique ». Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Est-ce que nous avons des questions ?
Allez-y au micro. Oui, bonjour. C'est une bonne connexion à l'engagement communautaire. D'une façon, c'est une question très simple. Est-ce que vous avez déjà rencontré un monsieur Gilles Lauzon et un monsieur Denis Tremblay de la région de Magog? Non. OK. Ça va peut-être valoir la peine. Ces deux gentilshommes, je les ai vus présenter à Collège Champlain l'année dernière. C'était une présentation par rapport au changement de paysage dans notre area. Puis lui, spécifiquement, il gardait les records dans les moulins de sciage qui remontent jusqu'au 19e siècle. Puis ce que ça montre, c'est que à l'époque où pas mal toutes les forêts de notre région ont été toutes coupées, ils avaient énormément d'épinettes, de pruches, presque pas d'érables, beaucoup moins de chênes, beaucoup moins de bouleaux. C'est-à-dire que oui, on a vu tout un changement de balance juste dans les dernières 150 années et ça pourrait peut-être donner quelque chose pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte que des espèces poussent mieux que les autres. Donc, si vous voulez des détails, je pourrais vous les transmettre plus tard. Merci. J'ai lu à propos de cette étude, puis elle est vraiment intéressante parce que justement, elle pose question sur... on parle de migration assistée, etc. Puis elle pose question sur est-ce qu'on doit faire quelque chose ou finalement le déclin de l'érable à sucre, c'est un retour à la normale, puis à ce que c'était avant que l'homme mette un petit peu plus son bout de nez dans les forêts. Okay. Merci. Merci. Oui, il y a juste une autre question au micro et après ce sera... Je me demandais l'impact de la reforestation sur le lien avec les racines, aux microbes et aux champignons. Puis aussi, un petit peu parallèlement, l'impact de labourer les sols. En termes de reforestation, je sais que c'est surtout sur les conifères pour l'industrie du bois. L'érable en tant que tel, je ne sais pas, mais ce que je sais sur l'érable, c'est justement essayer de l'assister dans sa migration vers le nord, puis que les résultats ne sont pas si concluants parce que justement le sol, les propriétés du sol en elles-mêmes aussi, puis certains microbes absents peuvent faire en sorte que ça ne marche pas. Puis, et la deuxième partie de la question? L'impact de labourer les sols. Oui. Mais le labour du sol, c'est un impact profond du sol. Puis, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que pour l'érable à sucre, c'était beaucoup trop impactant pour qu'il recolonise ces milieux, par exemple. Merci. Donc, on y va pour la dernière question. Oui, aussi. Est-ce que tu peux répéter? La question, c'était est-ce que les températures qui sont du coup plus froides dans le nord influencent aussi les communautés de micro-organismes? Oui, c'est sûr que la température influence ces micro-organismes. Puis c'est un peu les parts d'inconnus qu'on ne connaît pas encore, du coup, d'où l'importance de les étudier. Mais puis il y a une des questions aussi dans ces questions de migration, c'est qui amène qui avec lui? Est-ce que c'est l'érable à sucre qui va amener son bagage microbien avec lui ou est-ce qu'il faut d'abord que les microbes s'installent avant que l'érable à sucre lui-même s'installe? Donc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà pour cette première partie. On se retrouve dans exactement 15 minutes, donc à 18h15, pour la seconde partie avec nos deux autres présentatrices. Merci beaucoup.
élections législatives. Donc, la représentation rime avec la parité de nos jours. Parce que la parité, soit l'égalité entre hommes et les femmes, c'est un concept qui prend de plus en plus d'importance dans le domaine politique depuis quelques années déjà. Et qu'est-ce que la parité vient jouer en politique? C'est obtenir une zone paritaire lors des élections. Puis ce que je veux dire par là, par zone paritaire, c'est qu'on obtient un taux de femmes élues qui dépasse les 40 %. Donc, lorsqu'on a 40 % et plus de femmes qui sont élues, on peut dire qu'on est en zone paritaire. Donc, il y a une meilleure représentation égalitaire entre les hommes et les femmes qui agissent à titre de députés, élus municipaux, etc. Et donc, vite fait, un petit historique de la question de la parité au Québec. Bien, c'est seulement en 2017, sous le gouvernement de M. Charest, qu'on a le premier cabinet ministériel paritaire. Et c'est également seulement en 2018 qu'on a un nombre record de femmes qui sont élues pour la première fois au Québec à l'Assemblée nationale. Donc, on est en zone paritaire, 40 % et plus qui sont élus. Et, en fait, à quoi ressemble la parité dans nos autres paliers de gouvernement? Mais si on se penche au niveau fédéral, on est à 30 % des députés qui sont femmes. Donc, on n'est pas en zone paritaire. Cependant, si on se penche à l'évolution à l'Assemblée nationale, on est en zone paritaire depuis 2018, même que 2022 a battu le record précédent de 2018, on est presque atteint 50 %. Mais l'enjeu, lorsqu'on se penche au niveau municipal, qu'est-ce qui se passe? Bien, déjà, le nombre de mairesses est très bas, mais il est encore plus bas que tous les autres paliers de gouvernement parce qu'on n'a même pas encore atteint un 30 %. Mais, de l'autre côté, au niveau des conseillères, on est presque à 40 %, donc presque la parité. Donc, le fait que c'est vraiment les conseillères qui viennent contrebalancer les niveaux de parité au municipal en ce moment. Donc, grâce au taux de conseillères, on a plusieurs conseils de ville au Québec qui sont dans la zone paritaire, dont le fameux conseil de ville de Sherbrooke, où on a même dépassé la zone paritaire avec 60 % de femmes élues dans la ville. Ouais, c'est un beau succès. Donc, qu'est-ce que tout ça nous dit? Bien, avec les données que je vais vous montrer, on peut voir que l'évolution de la place des femmes en politique, elle évolue de manière significative. Mais, qu'est-ce qui explique, en fait, qu'il y a encore certaines distorsions, surtout au niveau des mairesses, parce que, comme vous avez même pu le constater dans les dernières années, il y a vraiment eu des belles évolutions dans la société québécoise en termes d'égalité homme-femme. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Lorsqu'on se penche sur le sujet, qu'est-ce que les études nous disent? Bien, premièrement, il y a vraiment un manque d'études sur le palier municipal au Québec, même au Canada, surtout dans la question de la représentation des élus. Et, en plus, il y a un clash entre... Pardon, j'ai postillonné solide, désolé. Pardon. Il y a un clash entre ces études-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les premières études qui ont été effectuées sur la place des femmes en politique, elles concluent que la politique municipale, elle est plus accueillante pour les femmes que les autres paliers de gouvernement. Mais les études plus récentes viennent contre-indiquer ces affirmations-là. Puis je pense que vous pouvez le distinguer par vous-même avec juste les données que je viens de vous présenter à l'instant. Ce n'est pas nécessairement vrai que la politique municipale est plus accueillante pour les femmes. Donc, on vient se poser la question suivante. Comment est-ce qu'on explique la plus faible représentation des femmes en politique municipale? D'abord, ça s'explique par plusieurs facteurs, à commencer par les structures institutionnelles. Donc, pourquoi on disait que la politique municipale était plus accueillante pour les femmes? Il y avait une certaine rhétorique ou argumentaire qui disait que comme en politique municipale, ce n'est pas encore un phénomène courant qu'il y ait des partis politiques. Le fait qu'il n'y ait pas de partis politiques, ça l'avantage les femmes à se lancer en politique et à se faire élire. Mais c'est pas nécessairement vrai parce que, encore une fois, c'est pas toutes les municipalités au Québec qui ont des partis politiques puis qu'il y a une absence de partis. Et
on n'a pas encore atteint une certaine parité envers, par exemple, le nombre de mairesses. Donc, les nouvelles études viennent dire que, au contraire, la présence de partis viendrait peut-être plus encourager le recrutement et la sélection des femmes par le fait même que c'est un aspect sociologique au niveau de la socialisation des genres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est prouvé au niveau sociologique. Les femmes n'ont pas le réflexe de se lancer en politique par elles-mêmes. Elles ont plus besoin d'être convaincues et d'être approchées. Et ça, c'est les partis politiques qui viennent faire cette étape-là, donc qui viennent recruter, sélectionner les femmes pour qu'elles se présentent. Donc, malheureusement, les partis politiques, c'est un phénomène émergent, c'est plus présent dans les grandes municipalités du Québec, donc on ne les retrouve pas énormément dans les petites et moyennes municipalités. Comme par exemple, on a Bromont, une moyenne municipalité, premier parti politique qui vient d'être tout récemment créé. Ensuite, au niveau de la compétition électorale, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, encore une fois, dans les petites et moyennes municipalités, il y a le phénomène de victoire par acclamation. Donc, il y a beaucoup de maires, quelques mairesses, qui sont élus par acclamation parce qu'ils n'ont pas de compétition, pas d'opposants lors de leur campagne électorale. Ça peut s'expliquer par le fait que les gens s'intéressent moins à la politique municipale, surtout dans les petites puis moyennes municipalités. Mais ça vient rejoindre aussi un facteur plus financier que je vais aborder juste après. Puis pour finir, le travail politique, veut pas, malgré la belle amélioration au niveau de l'égalité dans les domaines politiques, c'est encore un domaine qu'on dit à prédominance masculine. Donc, les institutions commencent à s'adapter à la réalité des jeunes élus, des femmes, des personnes qui ont des enfants et des familles, mais le progrès est lent et ça peut être un frein pour les gens à se lancer. Au niveau financier, là, je vous ai parlé de la faible compétition électorale. Qu'est-ce qui explique cela aussi? Bien, évidemment, c'est la question monétaire. Parce que dans les petites municipalités, donc 5 000 habitants et moins, les employés municipaux, maires, mairesses, conseillers, name it, gagnent des salaires annuels de plus ou moins 20 000 $. Même parfois, moins de 10 000 $ annuellement. Donc, je ne sais pas pour vous, mais gagner un salaire annuel de 20 000 $ dans cette économie, c'est difficile. Très difficile, même. Et donc, l'aspect monétaire est un obstacle complètement. Et ça fait en sorte que les gens qui veulent se lancer dans leur petite municipalité doivent avoir 2 emplois en même temps pour pouvoir subvenir à leurs besoins financiers parce qu'ils ne gagnent pas assez. Et, il y a quelques années, c'était réalisable parce que dans les petites municipalités, les mandats étaient moins grands. Donc, on pouvait faire le travail de mairesse, par exemple, à temps partiel. Cependant, dans les dernières années, la charge de travail a tellement augmenté, les mandats ont énormément augmenté que c'est plus possible. Donc, les gens doivent choisir entre le salaire, complètement. Ça m'amène à parler finalement des questions de stéréotypes de genre et aborder la question de la conciliation travail-famille. C'est encore un enjeu assez important puis qui vient encore beaucoup plus toucher les femmes. Parce que toute la question d'avoir des enfants, des jeunes mères, on l'a vu dans l'actualité dernièrement, il y a beaucoup de politiciennes qui se sont retirées pour pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, s'occuper. Donc, c'est un cas quand même précis au municipal, sachant que les conseils de ville sont tard le soir, puis qu'il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas encore de politique de congé de maternité ou congé parental. Aussi, on a toute la question, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, de l'intimidation puis l'harcèlement envers les élus. Puis là, je ne veux pas dire que l'harcèlement puis l'intimidation envers les femmes est plus importante qu'envers les hommes. C'est pas ça. C'est que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un phénomène qui prend tellement plus d'importance au niveau municipal. Et dans la dernière année, il y a eu une vague de démissions des élus municipaux. Puis en grande majorité, les personnes qui ont démissionné ont justifié l'intimidation qu'ils ou elles subissaient. Donc, c'est devenu un enjeu majeur dans la dernière année. Et finalement,
Ben, c'est qu'il y a encore le poids des rôles traditionnels qui jouent dans les mandats puis les postes. Ce que je veux dire par là, c'est que la compétence de travail, elle est encore très genrée. Donc, quand les femmes vont se lancer en politique, elles vont obtenir des dossiers comme la famille, la culture, puis on va plus donner les dossiers économiques d'infrastructure aux hommes. Et puis, dans le fond, ça vient à remettre en doute la légitimité et la capacité des femmes à accomplir des dossiers plus gros en termes économiques, infrastructure, transport et autres. Et donc, en conclusion, peut-être qu'après avoir entendu tous ces obstacles-là, vous vous dites, c'est les mêmes obstacles qui expliquent pourquoi les femmes, ça serait plus difficile de se lancer au provincial ou au fédéral. Oui, mais il y a des ambiguïtés quand même puis des nuances qui sont très particulières au niveau municipal. Et le fait qu'on n'a pas assez d'études sur le sujet, ça fait que ces inégalités persistent et persistent. Donc, on a une élection cet automne. J'espère que ma présentation va vous avoir assez intéressé à peut-être vous présenter et changer la donne, améliorer ces conditions de travail. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Judith, pour cette présentation très intéressante. Nous pouvons passer aux questions. Oui? Oui. La question, c'était à savoir, est-ce que dans l'analyse que j'ai faite, il y a des régions au Québec où on retrouve plus de femmes dans les conseils municipaux? Oui, à commencer par les grandes villes. Au Québec, c'est la moitié, non, c'est 5 des 10 plus grandes villes du Québec qui sont paritaires ou qui ont des mairesses. Mais également, il y a de plus en plus de petites municipalités qui ont des conseils de ville paritaires. Donc, ça dépend vraiment des années électorales, ça dépend vraiment qui se présente aussi, combien de femmes vont se présenter pour la même municipalité. Ça vient vraiment jouer là-dessus. J'espère que ça répond bien à la question. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre en fait, ce qui se passe au niveau municipal, le nombre de femmes ou whatever dans les conseils municipaux, versus les allégeances politiques des régions qui votent aux autres niveaux, en fait, aux autres paliers de gouvernement? Oui, c'est des phénomènes qui s'observent beaucoup plus, je dirais, au niveau fédéral, provincial aussi, mais c'est difficile à dire pour le municipal parce qu'on manque d'études à ce sujet-là. Puis, comment les structures politiques au niveau municipal sont faites, elles sont très différentes du provincial, du fédéral. Fait que ça vient compliquer la recherche là-dessus, l'affirmation, je dirais aussi, à savoir. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait faire plus d'études pour mieux connaître ces phénomènes-là. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui, alors la question, c'est comment, j'ai mentionné qu'il y avait un manque d'études sur le sujet, donc comment j'ai fait ma collecte de données. J'ai été chanceuse parce que le ministère des Affaires municipales puis de l'Habitation ont mis en place plusieurs études dans la dernière année sur le sujet, donc ça m'a grandement aidée. Mais surtout les médias. Les médias sont vraiment une belle source d'information à ce sujet-là au niveau actualité. Donc, quand on parle beaucoup des enjeux d'intimidation, de conciliation travail-famille, les médias sont une belle source pour ça. Et il y a quelques associations, par exemple, groupes de femmes en politique, par exemple, en Montérégie,
qui ont fait des ateliers puis des études par eux-mêmes pour démontrer les obstacles puis les freins. Fait que ça également, ça m'a beaucoup aidé. Mais on n'a pas assez, c'est ça, il n'y a pas assez d'études organisées par qui sont publiées, par exemple, dans des articles scientifiques de grandes revues au Québec. C'est plus là que ça manque. On a des bons chercheurs politologues, par exemple, mais c'est comme j'ai dit, il y a un clash dans les études, fait que ça prend du temps à mettre les études à jour. On aurait le temps encore pour une question. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Pour clôturer cette série de présentations, je vais accueillir Zineb El Yamani, étudiante à la maîtrise en sciences numériques. Alors, on a déjà eu l'occasion de voir Zineb ici, puisqu'elle a participé à 2 autres événements avant ça. Donc, l'événement par l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie et un deuxième événement qui s'intitulait « Démonte ton mythe ». Donc, aujourd'hui, Zineb, elle va nous pousser à nous demander pourquoi on ne pourrait pas changer de perspective pour voir autrement la sclérose en plaques. Zineb. Ok, parfait. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à comment voir la sclérose en plaques autrement. Mais avant de répondre à cette question, est-ce que ça marche comme ça? Oui. Est-ce que vous savez comment vous parvenez à vous pouvez me voir aujourd'hui devant vous et comprendre que c'est une présentation Bistro Brain? Mais en fait, c'est grâce à un lien entre vos yeux et votre cerveau. Ce lien, c'est ce qu'on appelle un axone. Cet axone, c'est tout simplement un câble téléphonique qui va permettre la communication entre vos yeux, qui vont recevoir de l'information brute, et ensuite l'envoyer à votre cerveau, qui va reconstruire l'image et comprendre que c'est une présentation Bistro Brain. Mais si on comptait seulement sur ce câble téléphonique, disant que la communication serait vraiment lente, heureusement, vos câbles téléphoniques sont entourés de ce qu'on appelle la myéline, qui va venir accélérer considérablement la communication et la rendre plus efficace, voire même instantanée. Donc la myéline est un concept clé pour la présentation d'aujourd'hui. Un autre concept clé, c'est le système immunitaire. Vous savez, cette armée de super-héros qui va venir s'alarmer s'il voit un intrus dans notre corps et venir l'attaquer pour l'éliminer de notre corps, pour protéger notre corps. Mais en fait, en sclérose en plaques, cet intrus, c'est la myéline. Et oui, le système immunitaire va venir s'alarmer contre la myéline, venir l'attaquer, causer des lésions, et donc la communication va être vraiment perturbée, et donc l'image devient floue. Heureusement, un chef de l'armée va venir leur dire « Wow, calmez-vous, vous êtes en train de faire tout et n'importe quoi ». L'attaque prend fin, et petit à petit, on récupère l'image, la belle image devant vous. Bonjour. Donc, reprenons depuis le début. Donc, avant, vision normale, attaque brutale, subite, vision floue, et puis, on revient à la normale, fin de l'attaque. Donc, ça, c'est ce qu'on vient appeler une attaque aiguë en sclérose en plaques. Ça peut concerner autant les yeux que n'importe quelle autre partie du corps. Et c'est comme ça que la sclérose en plaques va venir évoluer dans le temps. Cependant, ici, je vous parle de 85% des cas de sclérose en plaques, qu'on caractérise comme des scléroses en plaques récurrentes rémittantes. En effet, parce qu'il y a une autre forme de progression de la maladie, et ça s'appelle la sclérose en plaques progressive, qui va venir évoluer de façon un peu douce avec une attaque chronique et continue dans le temps. Donc, comment, aujourd'hui, maintenant que vous comprenez tout ça, comment on peut venir évaluer ces symptômes?
en clinique, le médecin donc, va venir faire ces petits tests pour voir les symptômes. Et bien sûr, il y a certains symptômes qui peuvent lui échapper. Donc, il va poser la question comment tu te sens? Et là, donc, il y a 2 scénarios. Soit le patient va dire tous les détails au risque de devenir un sujet thèse, ou il va se dire un petit ça va, donc en espérant que ça passe et qu'il puisse retourner chez lui et reprendre sa vie. Heureusement, donc, les médecins vont utiliser une image, donc ils vont venir prendre une image de notre cerveau. Généralement, ils préfèrent une coupe horizontale, donc comme ceci, et l'image va ressembler à ça. Et là, ici, donc, on voit déjà donc, les lésions, ici en blanc. Est-ce que tout le monde les voit? Ok, ah, il y a là-bas, parfait. L'appareil photo ressemble plus à ça en réalité. C'est ce qu'on appelle l'IRM. Et selon les besoins du médecin, donc, il y a différents filtres. Par exemple, si le médecin demande où sont les lésions, le filtre localisation s'active. Et là, donc, on va voir cette image où chaque lésion va dire qu'elle est là. Et généralement, il y a beaucoup de lésions. Donc ça peut devenir un peu contraignant. Et là, on commence déjà à voir l'utilité de l'informatique pour venir détecter tout ça de façon automatique. Un autre filtre qui est intéressant en clinique, c'est le filtre « Est-ce que vous êtes en attaque aiguë ?» Donc le médecin demande aux lésions « Est-ce que vous êtes en attaque aiguë ?» Donc l'IRM active le filtre « Attaque aiguë » et donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc si la lésion est en attaque aiguë, donc on la voit ici, alors que l'autre qui était ici, on voit rien. Donc, elle n'est pas en attaque aiguë. Et c'est tout. Donc, généralement, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui en clinique. Mais la physique et l'IRM est beaucoup plus puissante que ça. Parce que oui, il y a beaucoup plus de filtres. Mais ces filtres sont en cours d'exploration. Donc, ils ne sont pas encore utilisés en routine clinique. Ils sont plus donc, utilisés en recherche clinique. Et c'est ce qui m'intéresse. Par exemple, il y a un filtre qui va venir quantifier la quantité de perte de myéline, un autre qui va voir en fait un peu les fuites d'électricité, donc à quel point c'est mal structuré. Un autre qui va venir, je vois pas, l'électricité fuit dans tous les sens, l'axone, donc il va pouvoir même venir voir le câble électrique en dessous de la myéline, est-ce qu'il est endommagé. Et un filtre qui est très tendance aujourd'hui, qui est le filtre attaque chronique. Oui, donc cette attaque lente et douce, mais en fait, on peut voir si la lésion est en attaque chronique. C'est toujours pas très utilisé en clinique aujourd'hui, mais donc ça va le devenir dans les prochaines années. Et donc par exemple, cette lésion qui est là, en fait, elle dit qu'elle est en attaque chronique. Et donc moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour ma maîtrise, c'est de venir comprendre en fait tous ces filtres, la biologie qu'il y a derrière, la physique qu'il y a derrière, et utiliser donc des outils informatiques pour extraire en fait l'information la plus pertinente pour avoir en fait l'histoire de chaque lésion et la fournir aux médecins pour mieux comprendre de façon plus personnalisée les patients. Donc bon, mais aujourd'hui, qui tient le micro? C'est moi. Ce qui veut dire que c'est à moi de vous raconter mon histoire, ou plutôt à elle de vous raconter son histoire. Donc qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui devant vous en tant que femme en sciences? En fait, à très jeune âge, elle savait déjà qu'elle voulait devenir ingénieure. Donc oui, elle avait en fait résolu sa première équation différentielle à l'âge de 4 ans. C'est vraiment surprenant. Et surtout, c'est absolument faux. Parce qu'en fait, disons qu'on lui a juste bien vendu le parcours d'ingénieur. Et donc, je reviens sur la slide encore si vous l'avez pas bien vu. Mais donc, du coup, son plan d'action était le suivant. Premièrement, elle devait donc faire un parcours préuniversitaire en sciences. Ensuite, elle devait se préparer pendant 2 ans pour passer un concours pour, après, donc, intégrer une école d'ingénieur. Super. Donc, à peine lancée déjà, donc, on lui dit des réflexions, disons, assez décourageantes. Mais Zineb, heureusement, donc, elle trouve vraiment la science super cool, au point qu'elle dit je vais relever le défi et je vais prouver en fait que c'est absolument faux. Et c'est ce qu'elle fait.
elle réussit. Youhou. Et puis ensuite, on la prévient en fait que la préparation de ce concours, c'est pas de la tarte. Et donc, ça va être vraiment compliqué. C'est l'enfer. Et Zineb, vous la connaissez maintenant, elle se jette dans le feu. Et donc, encore une fois, c'est l'enfer et elle s'y plaît. Je pense qu'elle a des petits soucis, mais bon. Et donc, voilà, donc c'est le jour J. La feuille d'examen se pose sur la table. Elle est préparée. Elle attendait que ça pendant 2 ans. Et donc, quand elle voit la feuille, voilà ce qu'elle voit. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Zineb est en attaque aiguë. Après 2 ans de préparation, c'est tombé pile poil, donc le jour de l'examen. Bon, donc on lui a dit, heureusement, c'est pas grave, tu pourras le passer l'année prochaine au pire. Bon, à la surprise de tout le monde, même de Zineb, Zineb réussit son concours et intègre la première école d'ingénieurs donc, au Maroc. Donc c'était vraiment cool. Et cependant, on lui a dit aussi qu'elle avait la sclérose en plaques. Ce qui fait qu'il y a eu une grosse remise en question de cet objectif pour lequel donc, elle se battait depuis si longtemps. Est-ce qu'il en valait vraiment la peine? Est-ce qu'il avait un sens? Et donc, n'oublions pas qu'aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est « Comment voir la sclérose en plaques autrement ?» Et c'est exactement ce que je fais moi aujourd'hui devant vous. Parce que aujourd'hui, mon objectif, c'est d'améliorer donc, la vie des patients atteints de sclérose en plaques. Et cela, ça va être à travers une multitude de défis. Donc, en tant que scientifique, mon premier défi, c'est la recherche scientifique. Aussi, c'est la vulgarisation scientifique. Et c'est pour ça que je remercie le collectif et Bistro Brain. Et donc, pour me donner cette opportunité de parler de la sclérose en plaques, parler de la recherche, et pour espérer que les patients, en fait, puissent retrouver des informations donc, plus accessibles. Et enfin, je me lance dans un défi sportif avec un lever de fonds pour soutenir l'association sclérose en plaques de l'Estrie. Donc, si vous voulez contribuer à cette mission aussi, n'hésitez pas à aller checker leur site web. Et voilà, donc maintenant vous connaissez ma mission. Donc peut-être je la ferai pas dans un Brabus, mais au moins donc je vais la faire dans le bus. Et voilà, donc je tiens à vous remercier pour votre écoute, mais aussi je tiens à remercier beaucoup les personnes qui ont été là pendant les temps qui n'ont pas été faciles. Et donc ceux qui vont être là donc, prochainement et qui sont là aussi aujourd'hui, ma famille, mais surtout, j'ai besoin de vous. J'ai jamais fait ça, j'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements pour une femme qui n'est peut-être pas en sciences, mais qui m'encourage chaque jour à rester une femme en sciences. Donc, merci à ma mamie. Merci beaucoup, Zineb. Est-ce que nous avons des questions? Tout là-bas. Il y a un micro juste ici. Merci premièrement pour cette présentation super, l'histoire aussi, j'ai beaucoup apprécié. En fait, c'était surtout, ça m'a piqué ma curiosité, j'aimerais savoir c'est quoi les noms des séquences là. Il y en a que j'ai deviné, genre diffusion et tout, mais il y en a que j'ai pas deviné. Donc. Oui, absolument. On revient à ça. Ouais, c'est là. Ok, parfait. Donc là, c'est une flaire ou une T2. Ouais. Là, c'est une flaire ou une T2. Toujours. Là, c'est une T1 avec du contraste, Gado. Et, bon, je suis désolée pour les termes trop techniques. Ah non, c'était pas exactement chaque séquence, c'est quoi ouais. Si je la vois, je suis capable de la reconnaître, mais je voulais savoir, c'est quoi les séquences que vous utilisez en recherche pour l'inflammation aiguë, chronique, les choses comme ça. Donc, ouais, en fait, c'est des séquences en fait, dérivées des diffusions. Enfin, c'est des images dérivées de l'image de diffusion comme la fractional anisotropie, l'AFA, puis il y a l'ADC. C'est très technique encore une fois. Puis, donc, ça, c'est les deux les plus utilisés. Sinon, il y a aussi le MTR, le Magnetization Transfer, je pense.
Et puis, celle qui est aujourd'hui donc, la plus utilisée, en fait, c'est tout ce qui est en fait, lié à la susceptibilité magnétique. Donc là, c'est une SWI. Mais ça peut être aussi du QSM. Est-ce que ça parle on pourra en discuter après, je pense, parce que c'est comme... Ok. Je pensais qu'il y avait comme très peu, donc pas nécessairement une très grosse liste, mais on pourra en discuter. Merci beaucoup en tout cas. Parfait. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons une autre question? Où est le moi? Oh. Moi, je suis autiste, puis quand tu me parlais qu'est-ce que ça pouvait faire dans le cerveau, je me demandais s'il n'y avait pas un lien qui serait similaire, parce que je trouve que les surcharges autistiques ressemblent quand même à ça. Je veux dire, quand moi je fais une crise autistique, au niveau des informations, mon cerveau prend énormément de temps, il y a des choses qui ne se rendent pas, mais même ma bouche, j'ai de la misère à articuler, à penser, à parler. Puis même ce que je vois devant moi, mettons, je me cherche ma brosse à cheveux, elle est dans ma face, je la vois plus. C'est plein de... Je me demandais s'il y avait un lien qui ressemblait juste un petit peu avec le cerveau ou pas. J'aimerais tellement répondre à ta question. Est-ce que tu peux juste la répéter? Oui, ça va être compliqué. J'ai du mal aussi à... Est-ce que tu... L'idée générale, donc, on a une personne qui est autiste et qui trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances entre ce qu'elle peut vivre et ce que vient d'expliquer Zineb. Donc elle aimerait savoir si, pour elle, il y aurait peut-être des choses similaires entre les deux. C'est à peu près ça. En fait, moi, j'ai pas du tout de background en neurologie. C'est juste que, vu que mon intérêt, je travaille sur la sclérose en plaques, ce qui fait que je me suis vraiment intéressée à la neurologie, spécifiquement à la sclérose en plaques. Mais peut-être, d'un point de vue symptomatique, ça peut être similaire. Est-ce que, d'un point de vue neuropathologique, pathophysiologique, ça peut être similaire? Je sais pas, je suis pas sûre. Peut-être, je suis vraiment pas sûre. C'est sûr qu'il y a un problème de communication qui se passe dans le cerveau. Donc, ça se manifeste de façon similaire, mais peut-être que c'est pas vraiment le même phénomène pathophysiologique. Mais encore une fois, c'est pas du tout mon domaine. Mais ouais, je pourrais chercher. Wouh! Super. On aurait encore le temps pour une question. Ah. Oh, oui. Oh. Il faudrait juste parler un peu plus fort. Oui. C'est quoi ma force pour contribuer pour continuer et faire en plus la recherche, c'est ça? En fait, je dirais que vraiment je l'aborde d'un point de vue scientifique, dans le sens où c'est juste une problématique qui s'est posée devant moi, que j'ai comprise, que j'ai très bien comprise à travers mes symptômes. Et donc, en tant qu'informaticienne, il n'y a pas trop de conflit d'intérêts, donc je me dis que c'est quand même cool et c'est comme vraiment un problème vraiment scientifique pour moi. J'aime trop la science, je suis curieuse. Et disons que c'est un peu ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait comme beaucoup de défis, ce qui est égal à beaucoup d'opportunités. Donc, je me suis dit, let's go. On aurait le temps pour la dernière question, si tu veux. Merci beaucoup. J'ai déjà vous admire beaucoup comme femme migrante au Québec, si j'ai bien compris. Oui. Et donc, j'aimerais savoir un peu plus de votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené ici au Québec pour faire ta recherche et aussi la force qui t'a porté ici pour poursuivre tes rêves. J'aimerais savoir ça. Oui, en effet. On m'a beaucoup posé cette question parce que tous mes collègues aussi, ils sont en train de travailler avec leur Brabus. Mais en réalité, c'est vraiment la recherche sur la sclérose en plaques qui m'a amenée ici au Québec. Quand j'ai vu en fait qu'en tant qu'informaticienne, je pouvais aussi contribuer de façon très originale. Donc dans mon labo, on fait des choses vraiment ça m'avait fait rêver. Du coup, je me suis dit je vais faire tout pour intégrer le labo et travailler sur la sclérose en plaques.
Et malgré tous les défis qui viennent avec, en tant qu'étudiante internationale qui a été diagnostiquée genre autre que ici, donc il y a beaucoup de défis qui viennent, mais donc c'est pour la recherche scientifique encore une fois que je me dis allez, let's go, YOLO. Merci beaucoup Zineb. Merci. Je vais juste te reprendre. Alors, on approche de la fin de cette belle soirée. Déjà, premièrement, j'aimerais tous vous remercier parce que, comme vous l'a dit Alexis tout à l'heure, on a battu tous les records. Donc, on est vraiment très heureux de vous avoir accueillis pour cet événement Femmes en Sciences. J'aimerais aussi remercier les présentatrices qu'on a eues ce soir, Sarah, Morgane, Judith et Zineb. Merci aussi aux bénévoles Bistro Brain. Donc ce soir, nous avions Anaëve et Laurie à l'accueil, avec de temps en temps, vous avez peut-être pu voir Alexis. On a aussi Émilie pour la captation vidéo, Loïc à la console de son et à la projection, et Alexis et Gaël au réseautage. Et moi à l'animation. J'aimerais aussi remercier le BOC. Grâce à eux, on a pu passer une très belle soirée, bien boire et bien manger. Et plus précisément, nous avions au service ce soir José, Tristan et Andy. Et à la cuisine, Katharina. S'il vous plaît, on les applaudit. Je vais aussi remercier une nouvelle fois nos généreux commanditaires, Annie Godbout et Laure Le Tarte-Lavoie, conseillères municipales, le REMDUS, le SAREUS, la FEUS, la Chaire pour les femmes en sciences et en génie, le Fonds d'appui à l'engagement étudiant, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Je vais aussi remercier notre collaborateur de ce soir, Collectif Féministe Sciences, et nos collaborateurs Génie au féminin, l'Association féministe politique appliquée, le REPR Bio et le Rexus. Merci beaucoup.